Bon, alors dans cette partie, on va voir le correcteur PID numérique. Et d'abord, on va partir de sa version analogique, qui est rappelée ici, avec les trois termes qui sont clairement indiqués. Donc, le terme proportionnel à gauche, le terme intégral au milieu et le terme dérivé à droite. Alors ça, c'est le PID idéal, mais le PID idéal, on ne sait pas le faire. Il n'est jamais comme ça, en tout cas pour son terme dérivé, un dérivateur pur comme ça n'existe pas. Et puis c'est pas souhaitable parce qu'on va dériver du bruit, on va amplifier les hautes fréquences. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va filtrer le terme dérivé par un filtre du premier ordre, ici, là, le dénominateur. C'est la seule chose qui change entre la version du dessus et la version du dessous. Avec un n qui correspond au rapport entre les constantes de temps, donc TD au numérateur, TD sur n au dénominateur. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est la version numérique de ça. Ça, vous l'avez vu l'année dernière, mais comment est-ce qu'on peut programmer ça dans un ordinateur? Alors tout d'abord, avant de programmer, il faut la fonction transfert en Z. Et pour ça, maintenant on sait comment transformer une fonction transfert en S, un correcteur en S, en un correcteur en Z. On a vu la dernière fois qu'il suffisait de faire des changements de variables ou alors de faire un échantillonnage blocage. Et on a vu la dernière fois donc, la méthode numéro 1, donc, qui consistait à émuler le correcteur continu comme si c'était l'association d'un bloqueur d'ordre 0 avec ce C2S. Donc ça donne le C2Z correspondant à la ligne 1. Le 2 et le 3, on ne l'avait pas vu, parce que je vous avais dit c'est des méthodes assez approximatives de transposition, donc je les mentionne mais je ne les détaille pas. Mais n'empêche, ici vous avez la version du correcteur PID numérique qui correspond à ces changements de variables-là. Et le 4, on l'avait vu là en détail, le 4 c'est la transfo bilinéaire. Donc quand vous faites le changement de variable dans C2S précédent, le réel, pas l'idéal, de la transfo bilinéaire, vous obtenez cette fonction de transfert là. Et vous reconnaissez les termes proportionnels, intégral, dérivé. Vous reconnaissez par exemple ici un terme intégral, parce qu'on sait qu'en numérique, lorsqu'on a un pôle en 1, c'est un intégrateur, ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux retenir. Et ici, on reconnaît le dérivateur. Le dérivateur, c'est 1 sur l'intégrateur. Donc, au lieu d'avoir le z-1 au dénominateur, on a le z-1 au numérateur, donc, qui entraîne cet effet dérivé. Et on a une espèce de truc assez compliqué au dénominateur, mais qui finalement qu'un premier ordre qui va filtrer cet effet dérivé, histoire qu'il n'amplifie pas trop les bruits haute fréquence. Bon, mais ces formes-là ne sont pas celles qui sont utilisées en pratique. C'est une forme standard qui est utilisée en pratique. Standard au sens de... Voilà, tout le monde l'a adopté. Tout le monde... D'ailleurs, tout le monde considère que cette forme-là porte le nom forme standard. Donc c'est une espèce de norme. Et la forme standard pour les correcteurs P, PI, PD et PID sont les suivantes. C'est pratiquement la même chose qu'avant. On retrouve évidemment aussi le terme intégral ici là, avec le Z-1 au dénominateur, le terme dérivé avec le Z-1 au numérateur, l'effet de filtrage ici, mais la forme est légèrement différente et elle s'appelle forme standard. Donc ça, c'est quelque chose qui est communément admis. Et on va donc détailler cette forme standard et voir les différents raffinements qu'on peut apporter à ce correcteur PID numérique sous sa forme standard, de manière à le rendre pratiquement utilisable. Alors, quand on met ça sous forme d'un schéma bloc, on obtient ça. Notez que le terme proportionnel est en série de tout. Donc, quand vous modifiez le KP, là, il va agir à la fois sur le proportionnel, donc c'est le fil qui est en haut, là. Il va agir sur le terme intégral et sur le terme dérivé. Bon, c'est la forme standard, mais je vous préviens tout de suite,
La forme standard, c'est peut-être pas la forme la plus facile à régler, justement à cause de ça. Parce que le bouton capé, là, il agit sur les trois en même temps. Mais vu que c'est la forme qui est habituellement, qui est communément admise, c'est celle qu'on va traiter. Entre cette forme-là et la forme qui est plus pratique à utiliser, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc, sans perte de généralité, on peut très bien traiter cette forme-là et ensuite je vous expliquerai quelle est la forme qu'on va utiliser dans la pratique et qui est beaucoup plus facile à utiliser en pratique. Mais c'est presque la même. Alors, le terme intégral, il est au milieu, hein, c'est le bloc du milieu avec le z-1 au dénominateur. Et le terme intégral, il est en bas, et vous voyez que les trois effets sont sommés avec le sommateur de droite avant d'être envoyés dans un bloqueur d'ordre 0 et de sortir de l'ordinateur. Alors, le problème avec ce correcteur-là, je vous fais passer d'un slide à l'autre, comme ça vous voyez la différence. Regardez la différence à ce niveau-là. Hein, ça se passe là. Hein. Donc, entre la forme standard classique et la forme standard améliorée, on a débranché le terme dérivé qu'on venait prendre ici, et on l'a branché ici. Alors, on n'oublie pas de multiplier par moins kp, parce que ce feedback, évidemment, lorsqu'on le branchait là, il passait par un coefficient, un fois moins 1 ici, et un fois kp ici. Donc, il faut en tenir compte ici pour avoir le même gain. Mais quel est l'intérêt de débrancher hein, ce point-là qui était connecté là et de le brancher là à la place? Quel est l'intérêt? C'est pour éviter de dériver des signaux qui proviennent de la consigne. Une consigne peut très bien être un échelon. Hein, si vous changez brutalement la consigne d'un asservissement de température, vous allez passer de, je sais pas, dans votre voiture, vous allez faire passer de 20 à 23 degrés, ça va faire un quasi-step, un quasi-échelon de température. Au regard de la dynamique de ces asservissements-là, on peut considérer que c'est un step de consigne. Un step, lorsque vous le dérivez, ça vous fait un Dirac. On n'a pas envie d'avoir un Dirac qui arrive ici au niveau du BOZ et ensuite au niveau du système, parce que ça va forcément saturer. Et ça va déstabiliser le système, ça va générer des harmoniques, ça va éventuellement faire du bruit. Donc pour éviter ça, le terme dérivé est débranché de là, et branché à ce niveau-là, comme ça, s'il y a un step ici, il va d'abord arriver dans ce terme PI, il va passer par le système, et le système se comporte toujours en passe-bas. Tous les systèmes physiques sont passe-bas. Il n'y en a aucun qui a une réponse, un baud qui est constant quand la fréquence tend vers l'infini. Hein. Ça tend toujours, le gain tend toujours vers 0. Et donc il va filtrer ce step, donc il va casser ses angles, et en cassant ses angles, il va limiter, évidemment, c'est l'effet de limiter la fréquence, hein, c'est casser les angles. Hein. Et du coup, ça va revenir ici avec la mesure, mais bien filtré, et seulement après, ça va être dérivé. Donc au lieu de dériver un step, on va dériver un step qui est passé dans le système, qu'il a filtré passe-bas, et qu'il a émoussé tous ses angles, de manière à éviter de se retrouver avec des Dirac au niveau de la commande. Et le comportement dynamique par rapport à une perturbation de ce correcteur-là est exactement le même que le correcteur d'avant. Évidemment, le comportement par rapport à une consigne est différent. En général, il est mieux. Donc ça, c'est la première modification qu'on fait quasiment systématiquement entre la forme standard de base et la forme standard améliorée. Alors, ce correcteur, hein, donc sans dérivation de l'entrée, on veut le programmer. Et pour le programmer, il faut d'abord écrire sa forme temporelle, parce que la transform Z, je pense que vous le savez, c'est une forme fréquentielle. Hein. La transform Z, c'est pas autre chose qu'une transfo de Laplace dans laquelle on a fait un changement de variable Z et qui est égal à exponentielle TS. Donc la transform Z est une transfo de Laplace. La transfo de Laplace, c'est pratiquement une transfo de Fourier, aux bornes d'intégration près. Il y a un changement de variable près. S est égal à J oméga.
Donc là, en Z, on est dans le domaine fréquentiel. Et l'ordinateur ne travaille pas dans le domaine fréquentiel. L'ordinateur travaille dans le domaine temporel. Donc la première chose à faire, c'est de basculer ce C2Z, là, qu'on a obtenu, en équation aux différences, telles que indiqué ici. Hein. Donc on traduit ce correcteur-là, ce schéma bloc-là en Z, en équation aux différences, on obtient ça. Donc ça, c'est pas encore du code C, mais entre ça et du code C, il y a juste à mettre des points-virgules, à mettre des étoiles quand c'est des multiplications et à définir les variables. Hein. C'est pas très compliqué. Donc, on calcule d'abord le epsilon, donc l'erreur entre la consigne, je vous rappelle, consigne c'est R, comme reference, aussi dire référence. YM, c'est la mesure échantillonnée. Donc, c'est des termes entre parenthèses de K. K, c'est des suites numériques, hein, avec K, le numéro de l'échantillon, qui correspond à l'instant d'échantillonnage, K fois TE, TE étant la période d'échantillonnage. Donc E de K, c'est le Kème échantillon de l'erreur, qui s'obtient en faisant R de K. Alors R de K, il vient de l'ordinateur. Hein. L'ordinateur connaît R de K. Quand vous faites plus, moins sur votre clim ou sur une régulation de température n'importe où, hein, donc c'est l'interface homme-machine, plus, moins, qui va informer le microcontrôleur que R de K va changer. Donc c'est une variable dans le microcontrôleur, qui est changée par l'interface homme-machine. Donc R de K est connu. Il est numérique, hein, il n'a pas besoin d'être échantillonné. YM de K, il provient de l'extérieur, c'est la mesure courante de température, échantillonnée. Donc il provient en général, si c'est de la température, d'un convertisseur analogique numérique, qui va échantillonner avec la période TE. Donc vous faites l'erreur, vous calculez l'erreur, vous mettez ça dans une variable, vous stockez ça dans une variable, en général en calculant double, si on peut, hein, mais la plupart des microcontrôleurs actuellement permettent de faire ça. Hein. Il n'y a que les très anciens qui n'ont pas de possibilité de calcul en virgule flottante, où il faut faire des calculs approchés en entier. Mais je vous déconseille, enfin, si vous avez des choix technologiques à faire pour des systèmes futurs, je vous conseille de choisir un microcontrôleur où on peut utiliser des virgules flottantes. Enfin, je pense qu'il n'y en a pratiquement plus aucun, on ne peut pas faire ça. Ensuite, on calcule... il faut d'abord calculer UI et UD avant de calculer U de K. U de K, c'est la commande qu'on va envoyer au convertisseur numérique analogique, hein, au bloqueur d'ordre 0. Vous voyez, c'est Kp fois l'erreur plus le terme intégral plus le terme dérivé. Encore faut-il les avoir calculés avant. Hein. Donc dans l'ordre, si c'était un programme, il faudrait d'abord faire cette ligne et ensuite cette ligne. Et ça, c'est l'équation aux différences du terme intégral. Bon, ça se voit un peu, hein, qu'on intègre, là, qu'on empile des trucs. Vous voyez que c'est UI de K, le terme intégral au pas courant, est égal au terme intégral au pas passé, juste un pas avant. Donc encore faut-il avoir stocké dans une mémoire, mais ce n'est pas un problème, hein, dans un ordinateur. Plus Kp TE sur TI fois l'erreur au pas précédent. Donc vous voyez que vous accumulez des choses dans UI, hein, donc on sent bien que ça va intégrer, et en plus ça dépend de l'erreur, hein, donc c'est bien epsilon qu'on va intégrer avec un coefficient Kp TE sur TI. Voilà, donc ça c'est l'équation récursive. Donc quand vous appliquez le théorème du retard à ces fonctions transfert-là, hein, vous obtenez ça. Le terme dérivé, idem, hein, vous le calculez séparément et vous voyez qu'on peut le calculer à partir du UD du K-1. Et il faut encore rajouter le moins, enfin soustraire le moins Kpn sur 1 plus NTE sur TD, facteur 2, la différence entre la mesure courante moins la mesure passée. Et ça, c'est la dérivée. La dérivée, c'est bien une différence entre deux pas d'échantillonnage successifs divisé par la période d'échantillonnage. Et donc là, c'est un peu de choses presque qu'on a. En tout cas, vous avez cette notion de différence, de différenciation. Alors que l'autre, il intègre, il empile, il l'accumule dans une variable. Donc l'un, c'est l'effet intégral, l'autre, c'est l'effet dérivé. Et encore une fois, pour trouver ces équations-là, vous appliquez le théorème du retard, hein, aux fonctions transfert précédentes, hein, en écrivant que UI est égal à UI de Z, hein, est égal à la fonction transfert, donc par exemple intégrale celle-ci fois
Kp epsilon de z, epsilon de z, et ensuite vous passez en temporel, vous faites le produit en croix, vous appliquez le théorème du retard. Hein. Donc, bon, pour appliquer le théorème du retard, il faut diviser numérateur et dénominateur de manière à avoir que des polynômes en z-1. Hein. Et donc vous obtenez, vous isolez le terme qui vous intéresse, là en l'occurrence le i de k, et vous obtenez son expression à partir de l'historique de ui, donc là en l'occurrence ui de k-1, et de l'historique de l'erreur, là en l'occurrence epsilon de k-1. Donc encore faut-il les avoir stockés ces deux-là. Donc au pas précédent, il ne faut pas oublier de stocker le ui en vue de l'utilisation au pas suivant. Ça c'est quelque chose de typique d'un code de commande numérique. Alors on verra après le code C qui correspond à ça. Hein. Je vous montrerai comment l'obtenir. Alors deuxième raffinement qu'il faut absolument faire, hein, parce que sinon ça marche très mal, c'est l'antisaturation du terme intégral. Ça s'appelle en anglais anti-wind up. Le problème de la plupart des systèmes, c'est qu'ils ont une saturation. Enfin, tous les systèmes ont une saturation. C'est pas la plupart des systèmes ont une saturation, c'est absolument tous les systèmes physiques ont une saturation. Si c'est un système de régulation de température, votre chauffage, il ne peut pas chauffer à plus de, je sais pas, 5 kW. C'est une saturation. Votre régulateur de vitesse sur votre voiture, il ne peut pas appliquer un couple sur les roues supérieur à 400 Newton. Enfin, ça dépend le type de véhicule que vous avez, évidemment. Mais il y a toujours une saturation qui est liée à la puissance, finalement, de votre système, la puissance de votre amplificateur, ou convertisseur, entre petits signaux de U et action sur un système physique. Donc le modèle générique d'une saturation, c'est ce bloc-là. Vous avez un symbole qui est assez explicite, une courbe avec en X ce qui rentre, donc en X vous avez le U de K, et en Y vous avez ce qui sort. Et vous voyez que ce qui sort, lorsque ça dépasse de trop vers la droite, bah, c'est écrété, ça devient plat, hein, et donc plat a une valeur grand U. Et dans l'autre sens aussi, hein, ça sature aussi en négatif, hein, quand vous dépassez le moins U en X, en sortie, bah, ça sature, quoi. Donc vous n'avez plus un gain de 1, mais vous avez une sortie qui reste constante. Ce bloc-là est non linéaire. Nous, tous les modèles qu'on a vus jusqu'à présent, c'est les outils mathématiques qu'on a vus, là, la transform en Z notamment, s'appliquent uniquement à des systèmes linéaires. Or là, on a un bloc qui est non linéaire. Donc, avec les outils que vous avez appris, il n'y a pas moyen de simuler, de prévoir, de calculer, de modéliser l'effet d'un bloc comme ça. La seule façon que vous pourriez utiliser, parce que vous la connaissez, de voir ce qui se passe lorsqu'on insère un bloc saturation comme ça dans le système juste en sortie, juste entre la commande et le système, hein, c'est de le simuler. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous montrer sur une simulation concrètement ce qui se passe lorsqu'on a un PID avec une saturation, avec un système qui sature. Alors, avant les simulations, je les ferai à la fin du cours, hein, mais je vous dis déjà, mais je vous le montrerai ensuite, que ce qui va se passer, c'est que ok, ça va saturer, et le PID va avoir un effet de dépassement colossal. Et cet effet de dépassement est dû au fait que le terme intégral va s'emballer. Alors pourquoi il va s'emballer ? Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Mettons que cet amphi, on veuille brutalement faire passer sa température de la température actuelle, bon, je pense que ça doit être à peu près 20 degrés, à 30 degrés. Je pense que tout le monde a bien conscience que cette montée en température de 10 degrés ne va pas se faire en 3 secondes. Ça va mettre au moins 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Ça dépend de la puissance de chauffe dont on dispose. Donc si l'asservissement numérique de température de cet amphi, on lui donne brutalement comme consigne 30 degrés, alors que c'était 20 avant,
ah ben, ce qu'il va faire, il va envoyer à fond une commande U de K à la centrale de chauffage qui va commander une puissance de chauffe maximale. Et le calculateur, rien ne lui interdit de dépasser ce maximum. Mettons que c'est 5 kW. Non, c'est beaucoup plus que 5 kW. 5 kW, c'est pour une pièce normale, on va dire ici, ça doit bien faire 30 kW. Mettons que c'est 30 kW. Et nous, ce qu'on a calculé dans notre correcteur, vu que l'écart entre ce qu'on a, ce qu'on mesure et ce qu'on veut est tellement important, fois le gain proportionnel qui peut être très grand, ça peut aller bien au-delà, en numérique, que 30 kW, enfin que l'équivalent dans votre variable du 30 kW pour U de K. Parce que les doubles peuvent aller jusqu'à 1 10 puissance 300, donc il n'y a pas de limite, enfin, pratiquement pas de limite. Donc mettons que le résultat, le U de K résultat, ça soit pas 30 kW, mais 3 MW. Évidemment, le chauffage ne va pas pouvoir faire 3 MW. Donc on va saturer. À un moment, on va arriver au niveau du convertisseur numérique analogique. Lui, au maximum, il sait faire 10 volts, et nous, on veut 1000 volts. Bon, bah, il va saturer à 10 volts. Et 10 volts va correspondre pour le chauffage à 30 kW de puissance de chauffe. Et le terme intégral va remarquer, mais là, il se passe un truc. Moi, je veux une réponse qui soit beaucoup plus rapide que ça. C'est pour ça qu'on m'a réglé. On veut un temps de réponse de, je sais pas moi, d'1 minute, grand maximum. Et là, ça se traîne. Pourquoi cet amphi, il chauffe pas, quoi? Donc le terme intégral, il va avoir une erreur colossale qui va se maintenir. Et donc, c'est son job au terme intégral, c'est de réduire l'erreur permanente. Et cette erreur permanente va rester longtemps à une valeur très grande. Donc on va intégrer ça. Donc même si au début c'était 3 MW, le terme intégral, il va encore en rajouter derrière. Il va intégrer. Donc cette variable-là, le UI de tout à l'heure, elle va croître énormément, et très vite. D'autant plus vite que l'erreur est importante, parce que, évidemment, la pente de croissance de l'intégrateur dépend de l'erreur. Donc il va atteindre, mettons, 1 10 puissance 30. Et là, on est à un stade où la température commence à atteindre 30 degrés. On a attendu les un quart d'heure qui vont bien, peut-être plus, et puis l'erreur commence à redevenir plus faible. Mais entre-temps, ce terme intégral, il est monté tellement haut que pour redescendre, il va mettre le même temps. Donc potentiellement, la température va dépasser même les 30 degrés, le signe de l'erreur va s'inverser. Donc ok, ce terme intégral va redescendre, mais il a été tellement grand que le truc il va continuer à chauffer. Il y aura une inertie colossale de ce terme intégral qui va provoquer un dépassement énorme. Donc là, je vous le fais avec les mains, mais c'est des choses qu'on ne peut pas modéliser mathématiquement, parce que les outils mathématiques qu'on vous a enseignés dans la première partie, qu'on vous a expliqués dans la première partie, ne sont valables que pour les systèmes linéaires. Et là, on est dans un mode de fonctionnement non linéaire. Donc c'est à peu près la seule façon de vous l'expliquer au stade où vous en êtes. Après, je vous montrerai sur des courbes ce que ça fait, et vous verrez peut-être d'une autre façon ce que je viens d'expliquer oralement. Alors ce bloc fonctionne comme c'est indiqué là, avec ces trois autres équations, donc c'est exactement la même chose. Donc la sortie US de K est égale à grand U si on sature vers le haut, est égale à U de K si on ne sature pas, c'est-à-dire si valeur absolue de U de K inférieure ou égale à la valeur de saturation, grand U, et est égale à moins U, moins grand U, si on sature vers le bas. Alors comment faire pour éviter que ce terme intégral explose et des valeurs colossales qui mettent super longtemps à redevenir normales? Il suffit de bloquer l'intégration lorsque la commande sature. Donc pour ça, on a un code en C, on sait faire des if, on sait faire des tests, ce qu'on ne sait pas faire en analogique. C'est ça aussi la force du numérique, c'est qu'on peut utiliser le C, et puis en C on peut faire des tests. Donc on peut pré-tester, pré-calculer la commande, la U0, sans rien faire, et puis si on s'aperçoit que ça dépasse 30 kW, la valeur de saturation, ou 10 volts, la valeur max de U, on bloque tout simplement le terme intégral. Et
Donc on fait ça, hein, donc, un if U0 supérieur à la valeur de saturation, par le haut ou par le bas d'ailleurs, donc c'est ce cas-là. Hein. À ce moment-là, on fait le nouveau terme intégral est égal au précédent, c'est bien bloqué l'intégral. On fige l'intégrateur, on ne lui permet pas d'exploser. Et au contraire, si on n'est pas saturé, hein, c'est-à-dire si la commande précalculée avec la fonction normale, avec l'équation normale, est dans les clous, eh ben on applique l'équation de calcul du terme intégral qu'on a vu, voilà, la normale, le fonctionnement normal. Mais ça ne suffit pas. Enfin, si, ça suffit dans l'immense majorité des cas, hein. Mais on peut faire mieux. Ça marche déjà très très bien. Si vous avez un problème de ce type-là, implémenter ce code extra simple là, avec juste un test en plus, ça marche déjà très très bien. Mais il y a moyen de faire encore un tout petit peu mieux. Parce que là, ce code-là ne vous garantit pas que le U0 ne dépasse pas la valeur de saturation. Pourquoi? Parce que ça peut saturer aussi avec les autres termes, par exemple le Kp, hein, peut aussi provoquer une saturation, et puis vous pourriez très bien être à un pas d'échantillonnage où UI est déjà hors des clous, hein, et va déjà provoquer une saturation, hein, donc un dépassement de ce grand U. Il y a un moyen encore plus élégant, mais c'est un raffinement vraiment ultime, on va dire, que je ne conseille pas forcément, hein, en tout cas dans un premier temps. Il y a moyen de recalculer, au lieu de le figer bêtement, il y a moyen de le recalculer, ce terme intégral, de manière à ce que la commande effectivement appliquée soit pile égale à la saturation, soit pile aux bornes de saturation. À ce moment-là, vous ne perdrez aucun temps, il n'y aura aucun lag, aucun retard de basculement du mode saturé au mode linéaire. Hein, il y aura zéro dépassement. Donc au lieu de le figer, ici vous le recalculez de cette manière-là. Hein, donc si vous regardez, si vous injectez ça dans l'équation du dessus, vous apercevez que si ça sature vers le haut, ça fait exactement grand U, in fine, et si ça sature vers le bas, ça fait exactement moins grand U, le résultat. Donc on recalcule le terme intégral pour que la commande effectivement appliquée soit, quand ça sature, soit exactement aux bornes de saturation. Bon. Je peux compter parce que vous avez dit que le Kp peut aussi participer à la saturation, mais c'est quoi l'endroit de la qui fait que... Bah, le Kp, quand on précalcule si par exemple il y a un step de consigne relativement important, on va avoir Kp fois 1 epsilon, mettons que c'est 10 volts, là, hein, ce Kp peut faire 1000, hein, 1000 fois 10 volts, 10 000 d'emblée, pendant longtemps, si c'est un asservissement de température, la contribution sur la commande de Kp fois epsilon peut être significatif et donc largement être au-dessus de la saturation. Donc là, avec cette méthode-là, on va recalculer le UI de manière à ramener, à compenser. Ouais. Ce qui est pas fait. Donc à chaque itération, et c'est recalculé à chaque itération, hein. Donc on précalcule là le U0 comme s'il n'y avait pas de saturation, donc l'équation normale, on constate qu'on sature. Alors ça peut venir du Kp, ça peut venir ça peut venir du terme dérivé aussi, hein. Et ça peut venir évidemment aussi du terme intégral. On constate qu'on sature. Si on sature, on recalcule le UI, mais juste le UI, de manière à abaisser le tout jusqu'à pile la limite de saturation. Bon, ça marche. Bon, moi j'ai testé les deux sur une appli, je ne sais plus laquelle. Enfin bref, je me rappelle avoir testé les deux. J'avais comparé les courbes, c'est pratiquement la même chose. Ok, ça améliore un tout petit peu, mais bon après, vous pouvez avoir des asservissements où vous allez chercher la petite bête comme ça. Hein. Typiquement, les asservissements de température, hein, on n'aime pas qu'ils dépassent. Hein. Parce que quand ils dépassent, ne serait-ce que d'1 degré, ça se sent. Hein. 1 degré de différence de température, voilà, ça fait un correcteur qui
disons, le ressenti de l'utilisateur va être mieux que l'autre. Ça peut être intéressant d'utiliser ça. Pour un robot mobile, ouais, typiquement, il est aussi soumis à ce genre de problème. Ça fait un robot qui peut potentiellement osciller dans des phases d'accélération un peu brutales. Bon, je ne sais pas si vraiment ça sera visible. Peut-être sur certains robots très rapides éventuellement. Alors j'en ai terminé avec les raffinements du correcteur PID. Alors il y en a d'autres, mais que je ne vais pas évoquer ici, mais pas énormément. Il y a juste encore le terme feed-forward dont je ne parle pas. C'est des termes de pré-filtre de la consigne qui permettent de mieux suivre des consignes qui ne sont pas statiques, des consignes en rampe. Le principe, c'est d'injecter directement après le comparateur un terme, directement au niveau de la commande d'ailleurs, un terme qui est la dérivée de la consigne. Et ça marche. Alors oui, si vous avez des échelons, c'est à proscrire, parce que là vous allez injecter des dirac, et justement on ne veut pas ça. Mais par exemple un robot mobile, où quand il est asservi, les roues sont asservies en position, on veut par exemple commander la vitesse, on va générer une rampe de position pour la consigne. Et là, il peut être intéressant pour que le robot suive mieux cette consigne, de dériver cette consigne et de court-circuiter tout l'asservissement et de l'injecter directement au niveau de la commande, parce qu'on sait que de toute façon les moteurs devront tourner à cette vitesse-là pour suivre cette consigne. Mais là on est en boucle ouverte, ça on appelle ça du feed-forward. C'est pas du feedback, c'est une action en boucle ouverte. Donc c'est comme si c'était un offset, de toute façon il faut l'appliquer à la consigne, et ensuite la boucle se charge de corriger l'erreur résiduelle. Ça, je mentionne ça oralement, mais je ne vous détaille pas ça. Bon, ça existe dans pratiquement tous les correcteurs industriels, mais ce n'est pas très difficile à comprendre. Alors, je vous parle aussi des méthodes d'auto-réglage, parce que celles-là, elles existent aussi sur les régulateurs industriels. Bon, il y en a qui marchent plus ou moins bien, mais en général, cette méthode d'autotune, ça ne peut être qu'un point d'initialisation pour un réglage plus fin manuel ultérieur. Qui plus est, parmi ces méthodes-là, il y en a une qui nécessite de ramener le système quasiment à son point d'instabilité. C'est pas faisable sur tous les systèmes. Vous avez des systèmes, ils ne peuvent pas osciller. Si vous commencez à les faire osciller, vous cassez tout. Donc, bon, l'autotune, il faut faire attention. Quoi qu'il arrive, l'autotune excite le système. Donc, quand vous appuyez sur autotune, sur un contrôleur numérique, enfin, vous avez une interface graphique avec un bouton autotune, ça va exciter le moteur. Ça va faire soit des échelons, soit ça va le mettre en résonance, ça va pousser le gain jusqu'à ce que ça oscille. Il faut que derrière le système supporte ces sollicitations-là. Et après, le résultat que ça donne, et ça je l'ai testé quand même sur quelques contrôleurs, le résultat que ça donne, c'est pas terrible. En général, il faut affiner après, et on peut faire beaucoup mieux quand on affine. Et là, je vais vous montrer deux méthodes d'autoréglage de PID. L'une basée sur la réponse indicielle du système. Donc là, ça suppose que, basé sur l'échelon indiciel, donc il faut d'abord appliquer un échelon en boucle ouverte au système, regarder comment il évolue, et on suppose, alors ça ne marche pas pour tous les systèmes, parce que certains systèmes ne convergent pas vers une asymptote là, horizontale. Certains systèmes ont des intégrateurs, donc vont partir à l'infini. Donc ça marche pour une certaine classe de systèmes. Et si la réponse a cette forme-là, générale, à ce moment-là, on peut déduire de cette forme un certain nombre de paramètres qui sont appelés ici TU, TG. Vous voyez, TU, s'obtient avec l'intersection de la tangente au point d'inflexion. La tangente au point d'inflexion, c'est celle-là. Et il y a deux intersections, l'intersection avec l'axe des temps, et ça donne TU, et l'intersection avec l'axe, avec l'asymptote,
Là, ça donne TG. Et avec TU, TG, on arrive et TE, la période d'échantillonnage, on arrive à auto-régler, grâce à ces formules, un correcteur P, hein, TG sur TU plus TE, un correcteur PI, alors là vous voyez apparaître des coefficients un peu bizarres, 0,9, 0,135, etc. Bon, ça c'est le résultat d'optimisation, hein, pour des classes de systèmes qui ont ce genre de réponse. Mais évidemment, vu que c'est un compromis, hein, c'est très conservatif, au sens où ça va essayer d'être stable, robuste, mais ça ne va pas pousser le système à ses limites. Donc vous aurez un point d'initialisation pour vos réglages de PID, mais ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ça ne peut pas faire de miracle. Et si vous voulez faire un PID, ben voilà les coefficients, hein, KP, TI, hein, une fois que vous avez KP, vous pouvez en déduire TI, le réglage du terme intégral, et TD, avec la formule du bas. Alors on va voir un exemple d'autoréglage après sous Simulink, et je vais vous montrer à quel point ça ne marche pas bien. On va voir celle-là d'ailleurs, cette deuxième méthode d'autoréglage qui est basée sur la boucle fermée, hein. Donc il y a certains systèmes dont vous ne pouvez pas ouvrir, hein, donc vous ne pouvez pas ouvrir la boucle. Donc le principe consiste à juste corriger la boucle avec un gain. Alors parfois c'est pas possible, hein. Vous ne pouvez pas faire ça avec un Segway, hein, par exemple. Il y avait une question? Pardon? Ah, les coefficients sont les résultats de la fameuse méthode de Takahashi, donc le chercheur qui a inventé ce système d'autoréglage, et qui sont le résultat d'un compromis, hein. Pour tous les systèmes qui ont cette forme-là, il a fait plein d'essais avec différentes fonctions de transfert, différentes classes de fonctions de transfert, et ces coefficients-là garantissent la stabilité pour une certaine classe de systèmes qui ont ce genre de réponse. Oui, ça paraît très bizarre, hein. De toute façon, quand vous voyez ce genre de choses-là, en tant qu'ingénieur, il faut être extrêmement méfiant, hein. Ça sent les abacs, les trucs au pif, au doigt levé. Forcément, ça ne va pas bien marcher. Forcément, c'est un compromis. Forcément, c'est quelque chose qui est conservatif, donc qui va être plutôt lent, histoire d'être sûr que c'est stable. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un point d'initialisation. Vous ne pouvez pas vous en contenter. Et c'est pour ça que le bouton Autotune, ça peut marchoter, ça peut vous donner un point de départ pour votre réglage, mais il ne faut surtout pas s'en contenter. Ouais, alors l'autre méthode de Takahashi, c'est celle-ci. Quand vous ne pouvez pas ouvrir la boucle, et si vous pouvez juste asservir le système avec un gain, bah, vous commencez par augmenter ce gain jusqu'à ce que le système commence à vibrer. Alors là, autant vous dire, il y a très peu de systèmes qui supportent ça. Alors les systèmes thermiques, oui, pourquoi pas, hein, si on peut se permettre de voir la température de cet amphi osciller, quand il n'y a personne dedans, on peut le faire éventuellement. Et puis si on accepte aussi de surconsommer de... Je ne sais pas à quoi il chauffe d'ailleurs ici, au fioul je pense, si, parce qu'il y a une chaudière, une grosse cheminée là, donc je pense que c'est du fioul. Évidemment quand ça va osciller là comme ça, ça va surconsommer, hein. Et bon, ok, si on peut se le permettre, à ce moment-là on peut noter ce cassé critique, limite instable. Et comme ça aussi, on peut noter la période d'oscillation, et ça devient ce TC. Et avec ce KC et ce TC, on peut en déduire les coefficients du correcteur PID, hein, KP, TI, TD. Et là aussi, des coefficients bizarres qui apparaissent, 0,6, 1,2, 0,3, 4, je ne sais pas d'où ça vient. Là, il faut lire l'article, hein, ça je ne vais pas vous détailler. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est pas la peine de le détailler, hein. Ça n'en vaut pas la peine, je pense, mais que ces méthodes-là, quelles qu'elles soient, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, c'est la plus connue, je pense, mais il n'y a pas que celle-ci, ne font pas de miracle. Et il ne faut pas s'en contenter. Alors, petite remarque pour finir, qui rejoint ce que j'ai dit tout au début, sur la forme standard d'un correcteur PID. La forme standard n'est pas la plus pratique pour le réglage. Pourquoi? Parce que le KP agit sur les trois termes en même temps. Or, dans la vidéo que je vous ai présentée la dernière fois,
On voyait bien, d'ailleurs c'était pas la forme standard hein, qui avait programmé là dans l'interface graphique, hein, c'était clairement KP qui agissait juste sur l'erreur, le terme intégral tout seul avec un gain, hein, pas un 1 sur TI, un gain. Déjà le 1 sur TI, ça aussi c'est problématique pour le réglage. Hein. Il vaut mieux une action qui soit plus linéaire, hein, qui affecte ce terme intégral. Et pareil, le 1 sur TD, là, il y avait la forme standard, c'est des coefficients un peu partout, là, alors qu'on peut simplifier, hein, et ça fait la même chose. Et on peut faire un KD qui agit directement sur ce qu'on veut, à savoir ce terme dérivé avec ce Z-1 en haut, et là, effectivement, un filtre du premier ordre avec un pôle ZF qui varie entre 0 et 1, hein, 0 éventuellement inclus, dans ce cas-là il n'y a pas de filtre, jusqu'à 1 exclu, et plus vous rapprochez de 1, plus c'est un passe-bas. Voilà. Et ça c'est beaucoup plus facile à régler, hein, parce qu'on a clairement 3 boutons de réglage qui agissent séparément sur proportionnel, intégral, dérivé et de façon linéaire. Ça c'est la forme que vous allez utiliser en TP. C'est la forme qui est implémentée dans Simulink pour le TP PID justement que vous allez faire en période bloquée à partir de la semaine prochaine. Voilà, et cette forme-là s'appelle la forme parallèle. Alors il y a forme standard, c'est une dénomination communément admise, mais il y a aussi la forme parallèle qui est beaucoup plus facile pour le réglage. Mais tout ce que je vous ai dit avant hein, reste valable. Hein, on peut aussi avoir une antisaturation, là, ça ne change pas grand-chose, c'est le même principe. On peut prélever ici directement la mesure, si on ne veut pas dériver des échelons, tout est pareil. Alors, on passe maintenant, alors ça termine le cours sur le PID numérique, après on va voir des exemples, hein, mais je finis le cours et ensuite on fera tous les exemples. La dernière méthode de réglage qu'on va voir dans ce cours accéléré, hein, le cours de base en fait, de commande numérique, qui vous suffit normalement pour faire les TP, Segway et compagnie, c'est la méthode de placement de pôle, donc qui utilise le lieu d'Evans en discret, en numérique, dans le plan complexe en Z. Et dans le plan complexe en Z, la zone de stabilité, c'est le disque unité. Hein, donc ça c'est à l'extérieur, le noir là, c'est un disque de rayon 1, et la zone de stabilité, dans le plan complexe en Z, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle, hein, donc ce disque unitaire. Et il y a des zones à l'intérieur de ce cercle. Et il faut les connaître, parce que le lieu d'Evans, c'est un outil de placement de pôle. C'est un outil qui va vous aider à déformer ce lieu d'épaule de manière à ce que ça rentre dans une zone qui vous intéresse. Encore faut-il savoir où est-ce que c'est intéressant. Donc là, je vais faire un petit test pour voir si vous savez encore ce que c'est le lieu d'Evans. Donc, alors, j'ai deux possibilités. Hein. Donc, le lieu d'Evans, c'est le lieu d'épaule en boucle ouverte, réponse A, ou le lieu d'épaule en boucle fermée, réponse B. Qui est pour la réponse A? Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, le lieu d'Evans, c'est le lieu d'épaule en boucle ouverte, réponse A. Donc là, il y en a une dizaine. Ou le lieu d'épaule en boucle fermée, réponse B. Qui est pour la réponse B? Voilà. Donc, il n'y en a qu'un qui a compris. Non? Ah oui, d'accord, au pif, ok. Ouais, non, c'est le B. Hein. Ça sert à quoi d'avoir un lieu d'épaule d'un système en boucle ouverte? Vous pensez que l'épaule d'un système en boucle ouverte, il varie? Bah non, il suffit de regarder les racines du dénominateur. C'est constant, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de lieu. C'est des points. Hein, des points, c'est pas des lieux. Hein. Les lieux, c'est une trace, c'est une courbe. Et donc, pour que ces pôles-là bougent sur une courbe, encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui les fasse varier. Et qu'est-ce qui les fait varier dans le lieu d'Evans? Oui, le gain. Mais que le gain. Donc, c'est un outil qui vous donne la trace des pôles en boucle fermée en fonction du gain. Et pas n'importe quel gain, un gain positif, qui varie de 0 à l'infini.
Là, ces pôles-là, ces fameux carrés rouges là, sous MATLAB, là, ils vont se balader sur ces lieux-là. Et vous essayez de déformer ce lieu, hein, ces courbes, pour qu'elles passent à l'endroit qui vous intéresse. Alors par exemple, on vous dit, faites le système le plus rapide possible. Où est-ce que vous allez essayer de faire passer ces lieux-là et comment vous allez régler le gain de manière à ce que ces petits carrés rouges, les pôles du système en boucle fermée, soient au bon endroit? À votre avis, le bon endroit pour être rapide, c'est où? Dans ce lieu-là. Je t'entends pas. Plus fort. C'est rapide s'il n'y a pas de partie imaginaire. Alors, rapide s'il n'y a pas de partie imaginaire, non. Enfin, il y a de l'idée, mais c'est pas ça, non. Quel est le seul critère de rapidité, là? Il y a juste un truc à dire. Quel est le point le plus rapide de ce lieu, de ce domaine de stabilité? Il n'y en a qu'un. 0. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Un pôle en 0, ça fait quoi comme fonction de transfert en z? Ah bah non, un intégrateur c'est 1 sur z-1. Donc c'est un pôle en 1. C'est là. Donc 0 c'est là. C'est quoi? C'est 1 sur... 1 sur... Oui, 1 sur z. Donc z à la puissance moins 1. Et z à la puissance moins 1, c'est quoi? C'est la fonction transfert de quoi? Z à la puissance moins 1? D'un retard. De 1 pas d'échantillonnage. Le plus rapide que vous puissiez faire en numérique, c'est quelque chose qui réagit en 1 pas. Bah, c'est normal. Hein. Il ne peut pas réagir en 0 pas. Hein. Parce qu'à partir du moment où vous mettez par exemple, pour toujours la température de cet amphi, vous commencez à chauffer avec le U2K, il faut au moins attendre 1 pas pour voir un effet. C'est pas immédiatement, hein, tous les systèmes physiques sont causaux. Je ne sais pas si ça dit, de causalité. Hein. Et donc il faut au moins attendre un minimum de temps, donc au moins 1 pas, c'est le minimum en numérique pour voir un effet. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce pas, vous pouvez le régler. Hein. Que c'est vous qui cadencez la cloque du microcontrôleur. Mais ça restera 1 pas, il faudra quand même 1 pas. C'est le plus rapide, c'est là au centre. Et ça, il faut le savoir, hein, parce qu'en automatique, on ne cherche pas à ralentir les systèmes, on cherche à les accélérer. Alors, par rapport à ce qui était indiqué tout à l'heure, j'avais une réponse partie imaginaire non nulle. Alors, qui peut me dire quel est l'effet de la partie imaginaire sur la réponse? Ouais, des oscillations. Donc la réponse n'était pas tout à fait à côté tout à l'heure. Effectivement, quand on a une partie imaginaire non nulle, on va avoir un dépassement. Donc un dépassement, c'est un temps de réponse à 5% qui va se rallonger. Donc la partie imaginaire nulle, c'est-à-dire par exemple un pôle sur cette partie réelle-là, entre 0 et 1, c'est effectivement un endroit qui est assez sympathique parce que ça n'a pas du tout de dépassement. Alors, pourquoi j'ai montré entre 0 et 1 et pas entre moins 1 et 0? Parce qu'entre moins 1 et 0 sur l'axe réel, on a aussi une partie imaginaire qui est nulle. À votre avis, sur pourquoi je n'ai pas montré et quel genre de réponse on a si par exemple on a un pôle qui est situé là? Ouais. Alors on a des oscillations à quelle fréquence? Toujours à la même. C'est pas une fréquence, le temps d'échantillonnage? Non, c'est sur 2. En fait, c'est la fréquence de Nyquist. Hein, donc c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, parce que ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et c'est le propre des pôles à partir. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les pôles qui sont sur l'axe réel, ça concerne également les pôles complexes conjugués, dont la partie réelle est négative. On a non seulement le fait que la partie imaginaire soit non nulle, donc des oscillations, mais en plus cette modulation, la haute fréquence, à la fluctuation de Nyquist, qui vient là sérieusement perturber la réponse, et en général on ne veut pas ça. Imaginez un asservissement de température, on va placer le pôle à cet endroit-là,
ça va faire plus, moins, plus, moins, plus, moins. Hein, ça va pas être confortable. Hein. Donc, on évite. Hein. On évite en fait carrément tout le demi-disque de gauche. Et donc la partie verte là, hein, c'est pour ça qu'elle a été colorée comme ça d'ailleurs, c'est qui est plutôt au centre, hein, c'est plutôt vers là qu'on va essayer de faire rentrer, dans cette zone-là qu'on va essayer de faire rentrer les branches du lieu d'Evans, et ensuite on va essayer de régler le gain de manière à ce que les petits carrés rouges rentrent dans cette zone-là, parce que là on sera à la fois rapide et potentiellement peu de dépassement, parce que le dépassement augmente, plus on se rapproche du bord, là, plus on se rapproche du cercle unité, et plus le dépassement va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, c'est que parfois on veut régler, on se tolère un dépassement hein, parfois, et le dépassement qu'on tolère souvent, et il y a une bonne raison à ça, c'est un dépassement de 5%. Alors est-ce que vous vous rappelez à quel amortissement équivalent ça correspond, un dépassement de 5%? Non. 0,98, il n'y a pas de dépassement, on ne le voit pratiquement pas. Oui, 0,707. Donc 0,707, c'est un réglage typique, hein, et il faut savoir que c'est un optimum, c'est pas que ça sort pas de, c'est pas une lubie d'automaticien, hein, c'est que c'est vraiment un optimum de temps de réponse à 5% le plus court possible. Vous avez la courbe de temps de réponse à 5% en fonction de epsilon, hein, qui fait un V comme ça, et le pic, le point le plus bas du V, c'est 0,707. Et la courbe 0,707 d'iso-amortissement équivalent 0,707, elle a une forme, alors en continu c'était une droite, facile, en discret, c'est une courbe un peu plus complexe, c'est une spirale log qui a cette forme-là, hein, la forme rouge là. Et si vous tolérez un dépassement de 5%, pardon, placez l'épaule sur l'épaule complexe conjuguée, là pour le coup, sur cette courbe, cette spirale log, que vous pouvez activer, afficher sous RL2. Hein. C'est exactement le même principe qu'en continu, il suffit de cocher une case quelque part dans l'interface et ça vous affiche ça. Oui. Du coup, si on tolère 5%, on augmente les valeurs, on diminue les valeurs de TE pour que le module de l'exponentielle, là, il rentre dans l'escargot roux. Alors, ici, sur ce schéma-là, ne sont pas représentés les lieux d'Evans. Hein. Moi, je vais vous le faire après, je vais vous le réexpliquer. Bon, j'aimerais quand même comprendre ta question, là, j'ai pas compris. Ouais, non, je sais pas, pour moi, là, ça, c'est, on a le cercle trigo en noir, et si on tolère 5%, il faut qu'on soit entre les deux anneaux rouges. C'est ça. Il faut que les pôles complexes conjugués soient là-dessus, là et là, sur ces deux spirales log, hein, qui sont conjuguées, l'une par rapport à l'autre. Et oui, tu poses la question par rapport à la zone hachurée. Hein. Ça, ces cercles-là, c'est les limites de bande passante. Dans un second ordre, vous avez aussi le oméga n, qui donne la bande passante à peu près à moins 3 dB. Donc la rapidité du système. Ça aussi, vous pouvez l'activer sous RL Tool. Si par exemple on vous dit tel et tel temps de réponse à 5% de temps et temps, si on vous dit en moins de 0,3 secondes, ça correspond à des cercles comme ça, il faut être plus à l'intérieur du cercle 0,3 secondes, hein, qui donne la bande passante. Et ça s'active aussi, et vous pouvez comme ça définir vraiment, affiner la zone où vous voulez placer les pôles un peu fermés. Alors j'ai passé un peu de temps là sur ce transparent, mais ça vaut le coup hein, parce que le lieu d'Evans a ça de particulier que... Oui. Les pôles dominants. Ah. Alors, vous vous rappelez peut-être, c'est la même chose que l'an dernier, la dynamique d'un système en boucle fermée est imposée par les pôles dominants. Est-ce que vous vous rappelez qui domine? Quels sont les pôles qui dominent? Pardon? Non, la plus grande. Voilà, il y avait des souvenirs, mais ce n'était pas dans le bon ordre. C'est effectivement les plus lents. Hein, donc la constante de temps la plus longue.
Et vous avez beau avoir à côté, mettons vous avez un premier ordre de constante de temps 1 seconde, et à côté vous en avez 10 de constante de temps genre 0,1 seconde, ces 10-là vont presque pas modifier celui qui est 10 fois plus lent. Donc on peut les négliger. C'est pour ça que parmi toutes les branches là, du vieux d'Evans, il y en a certaines qui vont être beaucoup plus au centre que d'autres. Et il y a des carrés rouges qui vont avoir une partie réelle beaucoup plus proche du disque unité, donc de la partie lente que les autres. Et ben, c'est ceux-là qui vont imposer leur dynamique. Et on va se focaliser sur ceux-là. C'est pas la peine d'aller regarder ceux qui sont beaucoup plus rapides. Donc il faut vraiment que vous visualisiez ce disque unité. Au centre, c'est super rapide. Vous éloignez du centre, vers les bords, ça devient de plus en plus lent. Sur le bord, c'est exactement c'est l'instabilité. En dehors du disque unité, vous êtes instable. Et il y a un point particulier qu'il faut aussi connaître, à part là, le point le plus rapide, c'est ce point-là. Ce point-là correspond à l'intégrateur. Oui. C'est pas complète terminologie dominée, dominant. J'ai compris que si on était dans la bande, c'est le critère de la bande passante. Donc si on ajoute le critère de la bande passante plus celui de la forme, il nous reste plus que les portions de droite, c'est le point qui nous en reste. Mais ce qui est en vert, c'est le critère de rapidité. On est au centre. Alors, si par exemple, vous avez des... Parce que là le problème, c'est qu'il n'y a pas les branches du vieux d'Evans, il y a juste les zones. Imaginez qu'il y ait des carrés rouges là-dedans, il y en a 2 là, et il y a un carré rouge par ici, dans la zone verte, rapide. Celui qui va dominer, ceux qui vont dominer vont être ceux dont la partie réelle va être la plus proche du cercle. Donc ça va être ceux-là, qui vont être beaucoup plus lents que ceux qui sont à l'intérieur de ce truc vert. C'est pour ça qu'il y a ce distinguo là, pôle dominant, pôle dominant. Ok, c'est bon. Je vais faire des démos justement après de RLTool, je vous remettrai une couche. Dernier point, avant de passer aux démos, les marges de stabilité. Donc là, je vais aller assez vite. Je pense que c'est du rappel. On vous a parlé du critère de Nyquist. Il se trouve que c'est la même chose en discret. C'est le même principe. Il faut compter les tours autour du point -1, sauf que c'est un peu plus pénible parce que le contour de Nyquist, c'est le cercle unité. Et malheureusement, sur ce cercle unité, en continu, c'est pareil. De temps en temps, il y a des pôles qui sont en 1, donc il faut les éviter. Ça fait des cercles infinis, de rayons infinis. Bon, c'est un peu fastidieux à tracer, mais une fois qu'on a compris le principe, ça va. Et le gros avantage du critère de Nyquist, c'est que c'est pas binaire. C'est pas c'est stable ou c'est pas stable. On sait non seulement que c'est stable en comptant le nombre de tours, mais on sait de combien c'est stable. Quelle est la marge entre l'endroit où on est et le moment où ça devient instable. Et pour ça, on vous a défini la marge de phase, la marge de gain. Donc la marge de gain, c'est de combien on peut pousser le gain jusqu'à ce que ça devienne instable. Donc ça donne quand même une bonne idée. Si on peut monter le gain de 30% et au-delà de 30%, ça devient instable, c'est une marge correcte, quoi. Si en montant le gain seulement de 2%, on devient instable, là on sait qu'on va avoir un problème parce qu'un gain... à un moment, il y a une partie analogique, même si le gain ne va pas changer dans l'ordinateur, l'ordinateur il calcule toujours de la même manière. Donc là, le problème ne sera pas là. Mais il va y avoir des amplis quelque part. Un système n'a pas toujours le même gain. Il suffit que la température varie, qu'il vieillisse. Un gain peut varier. Si vous êtes à 2% près, là, ça va mal se passer. Idem pour la marge de phase, c'est de combien on peut rajouter de phase jusqu'à ce que ça devienne instable. Donc là, une phase, c'est simplement rajouter un retard. Un retard a un effet considérable sur la phase. D'ailleurs, on peut convertir cette marge de phase en marge équivalente de retard, comme c'est indiqué sur le slide d'après. C'est équivalent, les deux, c'est pareil. C'est juste exprimé l'une en seconde, l'autre en angle. Et il y a une marge de module. Celle-là, vous la connaissez peut-être pas encore. Alors le mieux c'est de la comprendre là sur ce schéma-là.
Vous voyez que, par exemple, ce système-là, il devient instable si jamais ce point-là, cette courbe-là, passe de l'autre côté du moins 1. Hein, à ce moment-là, ça va changer le nombre de tours dans le sens anti-horaire où ça tourne autour de moins 1 et ça va devenir instable. Donc graphiquement, là, la métrique la plus pertinente de marge de stabilité, c'est la distance minimale entre la courbe rouge et le point de rupture, le point critique, qui est le point moins 1. Donc c'est cette distance-là qui est marquée là par la double flèche bleue. Ça, c'est la marge de module. Et ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pertinent que la marge de phase et la marge de gain, et la marge de retard. Celle-là qui est utilisée dans des méthodes avancées de commande, notamment dans la commande robuste, qui démontre la stabilité des systèmes, même lorsque les paramètres varient. Donc ça, c'est le genre de métrique, de critères de stabilité qui est utilisé. Bon alors, ça termine là la partie cours. Et donc maintenant, je vous ai dit, je vais passer à des exemples. Alors d'abord, je vais un peu parcourir ce script. Pour ça, je vais un peu le zoomer parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose là. Le premier script vise à... C'est la première partie. On va balayer maintenant le cours, rebalayer le cours dans le sens chronologique. Et on avait commencé par donc les transpositions, les méthodes de transposition. On en avait vu deux, donc le blocage d'ordre 0 et testing. Donc là, je vais vous prendre un système très pathologique, un système moyennement pathologique qui est très peu amorti. Vous verrez sa réponse quand je vais lancer le script. Ensuite, je vais faire une synthèse de correcteurs en S, donc comme l'année dernière, je vais avoir un C2S, une synthèse avec le RLTool de l'an dernier. RLTool continue. Et après, je veux programmer ça sur un calculateur, et donc il me faut le C2Z équivalent. Donc je vais d'abord utiliser la méthode ZOH. Donc vous voyez là, c'est la fonction C2D, continues to discrete de mon C2S, que j'ai synthétisé avec la période que je veux échantillonner à la période TE, avec la méthode ZOH, donc bloqueur d'ordre 0, Zero Order Hold. Ça me donne C2Z, CZ1, et je vérifie sous Simulink quel genre de réponse ça me donne. Je vous rappelle que les correcteurs émulés fonctionnent au mieux aussi bien que le correcteur C2S qu'ils émulent. Donc on va voir déjà là, malgré une fréquence d'échantillonnage assez élevée, là on est à 500 microsecondes de période, une petite dégradation. Ensuite on va multiplier la période par 10, on va passer à 5 millisecondes, on va observer la dégradation, et ensuite on va passer à 25 millisecondes, et là ça va mal se passer. Puis on va changer de méthode de transposition, on va prendre celle que je vous conseille, la méthode de testing. Donc vous voyez ce qui change là, c'est dans C2D, au lieu de mettre ZOH, vous mettez testing. Et toujours avec cette période qui pose problème, là 25 millisecondes, vous allez voir que là ça va mieux se passer. Donc je vais lancer ce script. Voilà, donc la fonction, bon je vais zoomer quand même. La fonction transfert du second ordre très peu amortie. Bon, vous ne voyez pas là, mais dès que je vais appuyer sur Enter, ça va afficher la courbe. Voilà, donc vous voyez, échelon indiciel très peu amorti. Ça, c'est notre système en boucle ouverte. Maintenant, on va synthétiser le correcteur dans RLTool, méthode année dernière. Donc on fait file import. J'ai notre système browse, on le cherche dans l'espace de travail, il est là, on fait import, import close, ouais, ok, il est là. Donc on a les complexes conjugués là, j'en profite pour afficher la grid. Donc ça c'est les isoamortissements, donc c'est pas disque unité là, c'est demi-plan des réels négatifs, on est en continu.
On fait une synthèse continue. Les petits carrés rouges, hein, c'est les pôles du système en boucle fermée. Pour le moment, on n'a qu'un gain. On n'a pas encore mis le correcteur. Alors, cahier des charges, erreur statique nulle, on sait qu'il faut mettre un intégrateur. Dépassement inférieur à 5%, on sait qu'il faut être sur l'iso-amortissement 0,707. Temps de réponse à 5% inférieur à 0,3 secondes, on sait qu'il faut être, pour être rapide en continu, il faut être vers la gauche. Bon, on verra où. Alors, bon, vu que c'est quand même de la synthèse de l'année dernière, hein, je vais aller assez rapidement. Là, je vais directement mettre les valeurs qui vont bien. Donc, un intégrateur 0, un pôle en moins 137. Ça. C'est bien me le faire. Contrôleur, c'est là. Compensator. On met un pôle en 0, ça c'est l'intégrateur aérostatique nul. Puis je suis moins 1, 0. On en met un rapide en 137. Et ensuite on met 2 zéros, complexe conjugué. Bon, je vais copier-coller ça. Hein. 2 0 complexe conjugué, add 0 pôle, complexe 0, ils sont là, partie réelle qui est là, c'est ça, et partie imaginaire qui est là, c'est ça. Le i, il faut le dire. Ok. Est-ce que c'est bon? J'affiche le. Voilà. Alors, ça me fait ce genre de lieu. Alors, je vais vous le zoomer. Et je vais un peu l'affiner. Alors, c'est assez sensible là. Mais ce que je veux, c'est être au point où il y a séparation. Là, voilà, on y est. Où il y a un point de séparation multiple, là. Et là, en général, c'est un optimum. Alors pourquoi c'est un optimum? Parce qu'il n'y a rien qui domine. Comparé à ça, par exemple. Question tout à l'heure. Hein. Donc là, on est en continu. Les petits carrés, là, ça se déplace sur les lieux en bleu, là. Hein. Et ça se déplace en fonction du gain. Donc ça, c'est les 4 pôles du système en boucle fermée pour une valeur du gain. Et là, on continue en discret, donc le rapide c'était au centre, le lent c'était vers les bords. En continu, le rapide c'est à moins l'infini là, le lent c'est vers ici. Et ben, sur ces 4 là, lesquels dominent pas? Ceux-là, ils dominent, c'est les plus lents. Ceux-là, ils dominent pas. Donc la dynamique va être imposée par ces deux-là. Et nous, on aimerait être le plus rapide possible. Donc il est logique d'aller se placer exactement au point de séparation. Là, on est le plus proche, ou le plus vers la gauche possible, et il n'y a rien qui domine. Ils sont tous au même endroit. C'est l'optimum. C'est pour ça que ces points de séparation multiples sont particulièrement intéressants, pas seulement en continu. Hein. Vous avez ce genre de forme de lieu également en discret. Ça, c'est général. C'est une règle générale. C'est pour ça que les points de séparation, vous avez une règle pour les calculer. Parce que c'est vraiment utile. Oui. Là, du coup, on a trouvé le gain qui permet de transformer un 4 pôles 5 en 2 pôles 2. Le gain, tel qu'en boucle fermée, on a 2 pôles complexes conjugués doubles. Ouais. C'est ça. Enfin, oui, c'est ça. 2 pôles, 2 paires de complexes conjugués qui sont exactement au même endroit. Ouais, c'est ça. Alors, on va vérifier quand même que ça marche. Hein. Donc, vous pouvez le faire directement sur RLTool. Hein. Et vous voyez, c'est pas si mal que ça. Alors, il y a 2 courbes par défaut, mais je vais vous virer la courbe R2U. Hein. Donc là, c'est juste la réponse, hein, la sortie. Alors, évidemment, ça aussi, on ne peut pas faire de miracle. Hein. C'est quand même un système assez pathologique, mais vous voyez qu'en moins de 0,3 secondes, on converge vers la valeur finale, hein, et avec un dépassement qui est ridiculement faible. Il est peut-être même inférieur à 5%. C'est bien, ça c'est une bonne réponse.
Bon, bah maintenant on va essayer de faire pareil. Ça, c'est un correcteur continu, idéal, parfait, qu'on pourrait faire avec des composants analogiques. On aimerait maintenant faire la même chose en numérique, mais on a oublié le cours de commande numérique, on ne sait pas comment synthétiser directement un correcteur C2Z, donc on va émuler. Et on se souvient du cours du prof qui disait c'est la méthode de Tustin qui marche le mieux. Donc on va la tester. Mais d'abord on va tester l'autre aussi, la ZOH, et vous allez voir qu'effectivement la Tustin marche beaucoup mieux. Donc maintenant je lance Simulink. Et je simule côte à côte le système continu et le système... d'abord le système continu. Donc là, ça fait pareil que ce qu'on vient de faire sous RLTool. Donc là, voilà, c'est la même chose mais sous Simulink. C'est effectivement la même courbe. Et ensuite, deuxième essai sous Simulink, cette fois-ci, je vais comparer au correcteur numérique équivalent échantillonné très vite, à 500 microsecondes, mais avec la méthode ZOH. Donc là, il y a le deuxième Simulink qui s'ouvre, avec deux qui tournent en parallèle. Le continu, parfait, idéal, et l'échantillonné, où vous reconnaissez le bloqueur d'ordre 0, et le correcteur ici, qui a été obtenu par blocage d'ordre 0 du C2S, qui a été obtenu là. Je lance, je compare, et vous voyez qu'il y a déjà une différence. C'est incroyable, hein. Pourtant, on échantillonne à 2 kHz. C'est gigantesque, vu la dynamique du système. Donc on va surconsommer de l'énergie pour un truc qui est déjà moins bon, là. Vous voyez qu'il dépasse plus. C'est nul. Alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux, si on avait une méthode 100% numérique. Mais bon, on sait que ZOH, c'est pas non plus la méthode de transposition la meilleure. Et on va s'en assurer en divisant la fréquence par 10. Regardez ce qui se passe. Je refais. C'est juste là, un changement de fréquence. Là. Toujours la même méthode. Regardez le dépassement là. Il a sérieusement augmenté. On est pratiquement à 12%. Ensuite, encore un changement de fréquence. Cette fois-ci, on est à 40 Hz. On refait. Donc on est lent là pour le coup. Et regardez ce qui se passe là. Ça diverge. C'est à combien ça ? 40 Hz. Alors que 40 Hz, normalement, on pourrait largement asservir, on aurait largement assez d'échantillons par seconde pour asservir un système qui réagit en 0,3 secondes. 0,3 secondes, c'est relativement lent. On a 40 Hz, même avec un correcteur ad hoc purement numérique, on pourrait faire beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Et puis, on n'aurait peut-être même pas besoin de 40 Hz. Bon, alors là, clairement, celui-là, il n'est pas terrible. Donc, on va passer à l'autre, à Tustin. Tustin à la même fréquence, toujours à 40 Hz, histoire de voir la différence entre ZOH et Tustin. Donc, je relance. Il y a les trois en même temps maintenant, le continu, le ZOH qui diverge, et vous voyez le Tustin, c'est le bleu là, et le Tustin, à 40 Hz, alors il n'est pas bon, c'est pas bon ça, c'est un dépassement de plus de 5%, de facilement 10%, mais au moins il ne diverge pas, il est vachement meilleur que l'autre qui diverge. Donc ça vous montre que quand même la transphobie linéaire, c'est... Bon, ok, c'est pas terrible, mais c'est le moins pire de toutes les méthodes de transposition. Alors ça, c'est pour ce premier exemple. On a là. Alors ces exemples, vous les avez en ligne aussi. Vous les aurez en ligne. Sur le commentaire de la vidéo. Je mettrai des liens vers, si vous voulez les refaire pour vous. Vers ces exemples. Alors ça, c'est illustration du PID sans dérivation de l'entrée. Donc c'est l'influence de déconnecter le terme dérivé de la consigne là, et de le mettre directement au niveau de la mesure. Alors je vous montre d'abord le schéma bloc. Il y en a deux qui tournent en parallèle, qui sont pratiquement les mêmes. Regardez. Donc c'est les PID du cours, forme standard, avec les mêmes notations, sauf que c'est des blocs Simulink. Et la différence entre celui du haut là, et celui du bas, c'est bien le point de branchement là, qui est ici au niveau de la mesure. Donc celui-là, on sait qu'il va mieux marcher.
que celui-ci. Surtout qu'à l'entrée, je mets un step de 1. Enfin, c'est une constante, donc il passe de 0 à 1 à t égale 0. Donc on va voir ce qui se passe. Ça, c'est la réponse. Non, faut que je fasse un autoscale, sinon on ne voit rien du tout. Voilà. Alors, je zoome mieux comme un peu là. Non, c'est pas encore bon. Voilà. Alors, à votre avis, le jaune, c'est celui avec la modif ou c'est celui de base? Alors, qui est pour avec la modif? Avec la modif. C'est avec le euro. Ouais, ok. Donc c'est avec le prélèvement directement, enfin détaché de ce qui vient du comparateur et branché directement au niveau de la mesure. En effet, le jaune, là, il oscille beaucoup moins que le violet, ça se voit, hein. Eh ben, il est moins excité par ce Dirac, hein, ce fameux Dirac de commande, surtout que derrière, c'est le même modèle que je vous ai présenté précédemment, hein, c'est celui qui est très peu amorti. Donc si vous mettez un Dirac devant un système qui est très peu amorti, bah, il va osciller. Hein. Ça se voit, le violet il oscille beaucoup plus que le jaune. Là, c'est concret, on voit bien l'effet. Oui. Je ne sais pas si c'est dit, mais le violet, il ne commence pas comme le jaune. Enfin, il commence à... Ah oui, non, mais le violet, il se prend un coup de pied dans les fesses d'entrée, quoi, le Dirac. Donc il commence très, très brutalement, et ça le fait osciller, c'est ça le problème. Ok, donc ça, j'espère que ça vous convainc de brancher le fil ici au lieu de le brancher là. Méthode de Takahashi. Donc c'est la deuxième, hein, il y en a deux dans le cours. La première, échelon indiciel. La deuxième, vous augmentez le gain jusqu'à ce que ça oscille. Ça, c'est la méthode où on augmente le gain jusqu'à ce que ça oscille. On relève à cet endroit-là le gain qu'on a obtenu, cassé. On relève la pulsation d'oscillation, ou plutôt la période de cette oscillation, TC. Et on règle automatiquement. Vous voyez, c'est les formules ici. Hein. C'est exactement les formules du cours. Hein, vous les retrouvez là. KC 0,34, TC 0,09 et KP, KI, KD et N est égal à 100. Alors la formule ne donne pas N, me semble, dans le cours. J'ai choisi un N égale 100. Alors on lance ça et on regarde ce que ça donne. Bon, alors là, je l'ai fait pour vous. Hein. J'ai augmenté, pour notre système très peu amorti, là, j'ai augmenté le gain jusqu'à l'oscillation, j'ai relevé le gain, j'ai relevé la période, et j'ai défini les gains KP, KI, TD, et j'ai défini N est égal à 100. Et on regarde ce que ça donne sur la réponse. Alors, il y a un Simulink qui s'est ouvert, normalement, oui, avec le PID, le bon, hein, celui qui branche ici, là. Forme standard, je simule, je regarde la réponse, je mets les jumelles, voilà. Alors je vous rappelle, avant on avait un temps de réponse de 0,3 secondes. Maintenant on a un temps de réponse à 5% de... Allez, 5% ça doit être à peu près par là, hein, de 0,9 secondes. Et avec un truc qui oscille quand même assez longtemps, hein. Là, ça continue à osciller. Hein. Alors, il n'y a pas de dépassement. Bon, c'est normal, hein, on va super lentement. Mais c'est clair qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, c'est stable, ok, c'est peut-être un bon point de départ, très conservateur, mais il ne faut pas s'en contenter. Hein. Là, c'est la preuve. Ok, pour Takahashi, on passe à la suite. Alors... Exemple 3, c'est quoi ça? Ah oui, PID avec anti-saturation. Donc là, on va s'y attarder un peu parce que je pense que c'est pas évident à comprendre comme truc et pourtant, il faut absolument s'en souvenir parce qu'un PID qui n'a pas l'anti-wind-up, il marche vraiment très mal. Alors, je lance ce script, hein, donc il va faire tourner en parallèle, si je me rappelle bien, un PID classique avec un PID avec anti-wind-up, pour vous montrer la différence. Voilà, je me définis un système, une saturation à 1 volt, j'ai réglé à la main le correcteur PID, KI, KP, TD, TE,
25 millisecondes. Et je regarde l'effet de l'antisaturation. Alors tout est là. Hein. Alors il faut quand même que j'explique un peu ces deux schémas blocs là. Celui du dessus, c'est avec antisaturation, donc c'est le bon, celui qu'il faut faire. Et celui de dessous, c'est sans antisaturation. Alors où est-ce qu'elle est l'antisaturation? Vous voyez la différence entre les deux, hein, c'est ce truc là. Alors comment ça marche? Je vais faire un zoom. Ici, alors, oui, toute la difficulté sous Simulink, c'est de faire le if. Hein. Mais il y a des blocs avec des tests sous Simulink, ça ressemble à ça. C'est ce switch-là qui est un switch conditionnel, avec une condition supérieure ou égale. Et quand vous l'ouvrez, le threshold, la condition, donc c'est de basculement de cet interrupteur, c'est U2 strictement supérieur à 1. 1, je vous rappelle, c'est notre valeur de saturation. Alors, pass through input 1 when input 2 satisfy the selected criterion. Donc, passe, ce qui est dessiné là, hein, si je traduis, ce qui est dessiné actuellement là, c'est quand ça sature. Hein, quand le critère est vérifié, donc quand on est supérieur à 1 volt, ça connecte l'intégrateur à 0. Un intégrateur qui est connecté à 0, il n'intègre plus, il est constant. Ok ? Et quand on ne sature pas, donc quand la valeur absolue là, de U, hein, qui est prélevée là, donc, le précalcul de U, est inférieur à 1 volt, on ne sature pas, à ce moment-là, bah, ça prélève la branche normale hein, qui alimente le pays exactement comme en dessous. Donc voilà, ça c'est la version Simulink de l'antisaturation conditionnelle. C'est pas celle qui recalcule le terme intégral pour être pile à la valeur de saturation. Ça, on peut. Là, c'est un peu plus difficile à faire avec des blocs. Hein, ça. Il faudrait faire un bloc avec un script. Ça, c'est faisable aussi. Hein. Si vraiment vous avez des trucs compliqués à faire, une logique un peu plus complexe, des calculs un peu plus complexes, vous avez des blocs dans lesquels vous pouvez coder en code MATLAB. Bon, ici pour l'intégration conditionnelle, ça fait l'affaire. Et maintenant, on va faire tourner ces deux en même temps. Et regardez ce qui se passe pour un step de 1, hein, avec et sans intégration conditionnelle. Ok, alors, ça vient de simuler. On va déjà regarder la sortie. Alors, on en voit deux là. Il y a le violet et le jaune. Le violet, c'est sans anti-wind-up, c'est celui du bas. Le jaune, c'est avec anti-wind-up. Et vous voyez que le violet, il monte à pratiquement 2. Donc il a un dépassement de pratiquement 100%. Ah, c'est pas du tout bon. Alors vous remarquez que ça sature, hein, parce que bon, au début, il y a une petite pente, là, une petite courbe, mais la saturation se voit très bien, ça fait une droite. C'est normal, hein, le système, c'est quasiment un intégrateur. Donc quand ça sature, quand vous lui envoyez toujours la même chose, bah, lui il va intégrer ça va faire une pente. C'est là que vous voyez que bah, il n'arrive pas à suivre, hein, et pendant ce temps-là, le violet, son terme intégral, va monter, beaucoup trop haut. Et quand il va redevenir, quand le signe de l'erreur va s'inverser, à partir de là, hein, la consigne c'est 1. Donc quand on dépasse ça, le signe de l'erreur s'inverse. Donc l'intégrateur va voir sa valeur décroître. Mais vu qu'elle est montée tellement haut, bah, ça va durer jusqu'à ce moment-là pour enfin voir une inflexion dans U, un changement de signe dans U. Hein, seulement à ce point-là, la commande va recommencer à devenir linéaire. Mais il aura eu le temps de partir dans les choux. Ça va pas du tout. Si on regarde plus à droite, ça redescend. Ouais, non, il refait ça. Il met longtemps, il fait ça. Ah, si je continue, bah, je peux continuer. Je peux vous le simuler sur beaucoup plus de temps, hein, vous allez voir. Donc là, au lieu de mettre 10, je vais mettre 100. Voilà, ça va très vite, hein. C'est des systèmes qui sont simples. Voilà, ça fait ça. Parce qu'évidemment, dans l'autre sens, c'est pareil, il va intégrer, et il va dépasser, mais c'est dans l'autre sens. Mais il reste quand même stabilisé dedans. Oui, mais parfois, ça peut durer très très longtemps, ça. Ouais, c'est un peu de la chance, ça.
Mais il y a on ne peut pas prévoir en fait. On est en situation non linéaire, vous n'avez pas les outils mathématiques pour savoir exactement ce qu'il va faire. Donc effectivement, si tu as du bol, ça converge, mais si tu n'as pas de bol, ça diverge. Bon, alors on va quand même regarder aussi le terme intégral spécifiquement. J'ai mis un scope sur le terme intégral, hein, parce que c'est lui qui pose problème. Et on va regarder ce qu'il fait lui. Vous voyez, il fait ça. Il monte très haut, quoi, à presque 150. Alors que l'autre, le jaune, il ne monte pas du tout, vu qu'il est bloqué. Il reste à des valeurs totalement raisonnables. Mais celui qui n'est pas bloqué, où il n'y a pas d'antisaturation, là, il oscille, quoi, hein. Il descend très, très bas et il monte très haut. Et après, il redevient normal une fois que le step est fini. Donc j'espère que ça vous convainc d'implémenter cette petite ligne en plus, hein. C'est 3 fois rien dans le code, hein. C'est quoi? C'est 3 lignes en plus, hein, dans le code, mais qui font toute la différence. Ah oui. Ce fameux disque unité là, il y a différentes zones, hein, dedans, hein, et dans ce script, je vous montre les réponses en fonction de la position des pôles. Je vous parlais oralement avant de différents comportements, hein, donc là c'est la version simulée, hein. Donc là vous avez un pôle qui est là, sur l'axe réel, entre 0 et 1, en discret. Vous voyez, ça fait une réponse comme ça, un premier ordre sans dépassement. Quand je vous disais qu'un pôle à partie réelle négative fait un comportement oscillant à la fréquence de Nyquist, voilà le genre de réponse qu'on obtient. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et d'une période à l'autre. Donc la fréquence d'oscillation, là, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Donc on évite ce demi-camembert, là. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a 2 pôles complexes conjugués dans le bon demi-camembert? Ça fait une réponse comme en continu, hein. Il y a transposition, hein, entre le continu et le discret dans cette zone-là. Et donc, on obtient un système avec une pseudo-période, un dépassement. Enfin, tout dépend de l'isoamortissement sur lequel on est. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Regardez, ça se passe beaucoup plus mal. Cette fois-ci, on a 2 complexes conjugués du mauvais côté, là où il ne faut pas être, partie réelle négative. Là, non seulement vous avez la composante qui oscille là, comme un second ordre, mais en plus vous avez ce plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Fonction de transfert du second ordre avec pôle à partie réelle négative et 0. Un 0, il est un 0 en 0,7. Ah non, zeta 0,707, oui, pardon. Donc là, c'est complexe conjugué classique, hein, du bon côté, avec 0,707 comme isoamortissement, comme amortissement équivalent. Donc les pôles sont sur l'isoamortissement qui est une spirale log, et donc là, ça fait à peu près 5% de dépassement. Et là, je rajoute un 0. Donc c'est le même que tout à l'heure, qui faisait que 5% de dépassement, mais en plus, il y a un 0 là. Et vous voyez que le 0, ça a la fâcheuse tendance de dégrader le dépassement. Et là, c'est les limites d'Evans. Evans, c'est un outil de placement de pôle, mais ça ne vous dit absolument rien sur les zéros. Or, les zéros en boucle fermée sont les mêmes qu'en boucle ouverte. Donc si en boucle ouverte, vous avez un 0 qui est un peu problématique, Evans va vous dire, vous êtes sur le bon isoamortissement 0,707, vous devez y avoir 5% de dépassement, mais si ce 0-là, il fait cet effet-là, vous avez plus que 5% de dépassement. Et vous ne pouvez rien faire. Et pas le prévoir, et pas le simuler, et pas le modéliser, parce que Evans n'est pas fait pour ça. La seule façon de le savoir, c'est de le simuler a posteriori. Donc attention aux effets des zéros. Ils ne déstabilisent pas, hein, ils ne changent pas la dynamique. Ils ne déstabilisent pas, mais ils peuvent changer le dépassement. Ça, c'est l'effet du 0. Bon, là, vous voyez, le 0, il n'a pas toujours la même influence, hein. Par exemple, un 0, je vous ai parlé des pôles du mauvais côté, mais je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir de 0 de ce côté-là, hein. Parfois, vous ne maîtrisez même pas la position du 0. Hein.
conséquence de la boucle ouverte. Et là, ce zéro-là, vous voyez qu'il n'a aucun impact sur le dépassement. Donc ça dépend, il n'y a pas de règle. Et c'est bien ça qui est un peu pénible avec les zéros, hein. C'est qu'ils vous tapent un peu dans le dépassement, là, et la seule façon de savoir ce qu'ils font, c'est de se faire une simulation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut quand même garder Evans, mais on peut juste le faire varier sur les autres. Garder Evans et... Oui, il faut itérer avec... il y a l'outil d'analyse, hein, donc LTI Tool, là, on peut, sans Simulink, directement dans RL Tool, on peut faire le step, quoi. C'est ça qui permet de vérifier l'influence des zéros. Et là, on peut jouer avec le lieu d'Evans, changer la position des pôles, rajouter des zéros ailleurs, compenser les zéros, éventuellement, ça on a le droit de faire, hein, quand ils sont compensables. Pour régler ce problème de dépassement. Mais on n'a pas d'autre choix. Hein, c'est pas le placement des pôles sur l'iso-amortissement 0,707 n'est pas une garantie de dépassement de 5% s'il y a des zéros en plus. Alors, est-ce que j'ai terminé là? Non, pas encore. Est-ce que j'ai d'autres? Ah oui, un zéro instable. Donc le même 0,707 avec un zéro, cette fois-ci, en dehors du cercle unité. Un zéro instable ne déstabilise pas. Hein. C'est un zéro, c'est pas un pôle. Donc il a le droit d'être en dehors du disque unité. Et vous voyez que ça change à peine le dépassement là. Hein. Par contre, quelque chose de typique d'un système avec un zéro instable, c'est que le step, il commence à partir dans l'autre sens. Vous lui dites d'aller vers le haut, et lui, son premier truc qu'il fait, c'est d'aller vers le bas. Et ben, quand vous voyez ça sur une réponse indicielle, vous savez qu'il y a un zéro instable. C'est un comportement non minimum de phase. Et je crois que c'est terminé. Voilà. Et le dernier truc que je voulais vous... J'ai presque plus de temps, j'ai plus de temps d'ailleurs, mais rapidement, ça sera en ligne aussi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, tant que j'y suis, je vais l'ouvrir ici. Complément. Voilà à quoi pourrait ressembler le code d'un correcteur PID. Hein, donc vous avez une boucle while, bon, qui avec un break sur une condition, appuyé sur une touche ou n'importe quoi. Hein. Il y a une fonction qui attend le tic du timer. Le prochain tic, il faut bien cadencer cette boucle sur une horloge pour avoir la période d'échantillonnage. En général, si le calcul de la commande prend un temps significatif par rapport à la période, genre plus de 30% de la durée de la période, on envoie la commande au pas suivant, comme ça, c'est synchrone avec le tic d'horloge. On a un bloqueur d'ordre 0 qui est bien synchrone avec l'horloge. C'est pour ça qu'ici, il y a send control, c'est le premier truc qu'on fait. Mais il faut comprendre que c'est la commande qui a été calculée au pas d'avant. Donc c'est une boucle. Ensuite, on a une fonction qui accède au port d'entrée-sortie pour lire la mesure. On calcule le terme proportionnel, donc c'est Kp fois consigne R moins mesure qu'on vient d'acquérir. Et l'avantage aussi de faire ça là, hein, c'est que l'échantillonneur ici est synchro avec le bloqueur d'ordre 0. Hein. C'est pratiquement la même instruction, il y a très peu de temps, très peu de délai entre les deux, donc on assure le synchronisme entre les deux. Calcul du terme intégral, c'est la formule du cours. Calcul du terme dérivé, formule du cours. Et calcul de la commande, on additionne les trois. Saturation de la commande. Alors, j'ai pas fait l'antisaturation du terme intégral. Hein. Bon, c'est pas compliqué à faire. Hein. Une saturation, ça c'est obligé, mais il faudrait aussi éventuellement faire l'antisaturation. Là. Saturation, c'est pour éviter d'envoyer une commande qui dépasserait le 10 volts, par exemple, du convertisseur. Donc, si U est supérieur à Umax, U est égal à Umax. Si U inférieur à moins Umax, U est égal à moins Umax. Et très important, à la fin, vous gérez l'historique en prévision du pas suivant. C'est-à-dire que UI1, qui est en fait la variable qui stocke le terme intégral au pas moins 1, K-1, je l'ai appelé UI1, est égal à UI0. Comme ça, au pas suivant, il sera à jour. UD1 est égal à UD0, YM1 est égal à YM, R1 est égal à R. Ça, c'est la gestion de l'historique des variables, variables intégrales, dérivées, mesures, consignes. Et comme ça, tout est prêt. Vous voyez, l'accolade fermente. Ensuite, ça revient au début. Tout est prêt pour une nouvelle itération.
Voilà, donc vous retrouverez tout ça normalement en ligne sur ma chaîne YouTube avec dans les commentaires de la vidéo des liens vers toutes les démos que je vous ai faites sous MATLAB Simulink, là, une archive, ainsi que ce complément avec aussi les calculs qui vont bien. Comment on l'obtient? Parce que ça, je ne vous l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de faire le calcul, et c'est important, hein, qui fait passer d'un C2Z à une équation récursive. Vous aurez tout. Et on s'arrête là.